une place importante dans l'action de cette académie et c'est avec beaucoup de plaisir que j'intègre cette académie et j'espère que je pourrai apporter ma touche pour le Sénégal. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons une situation de tension. Aussi bien au Sénégal que dans le continent et à travers le monde. Absolument. Donc je pense que chacun doit mettre sa main à la pâte pour qu'il y ait de nouveaux équilibres qui vont nous permettre d'évoluer positivement dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, dans le domaine de la justice, dans le domaine des droits humains. Donc cette académie va mettre le focus sur les droits humains, sur la paix, sur l'humanisme, sur le social. Donc voilà, très bien. Je pense que ce sera une bonne occasion pour moi de participer au rééquilibrage. Votre bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole et la paix aussi bien au Sénégal que dans la sous-région et comme vous l'avez dit dans le monde quand on regarde ce qui se passe actuellement à Gaza et en Ukraine notamment. L'actualité. C'est le dialogue qui manque. Absolument. C'est la diplomatie qui manque. Tout à fait. C'est la force qu'on met en exergue. Or, avec ça, on n'ira pas loin. On va parler de l'actualité. Professeur, est-ce que vous avez participé à la manifestation annoncée demain par les alliés d'Ousmane Sonko? Je ne le pense pas. Oui. Pourquoi? Simplement parce que ça ne fait pas partie de mes méthodes. J'ai une méthode pacifiste. C'est vrai, ça sera une manifestation certainement pacifique, mais j'ai une façon plus diplomatique de faire la paix et de lancer un appel au respect des droits des uns et des autres. Donc je les soutiens parce que j'imagine qu'ils sont dans la souffrance parce que le leader Ousmane Sonko lui-même est dans la souffrance. Moralement, je les accompagne, mais encore une fois, vous ne participerez pas à la dans marche. la pratique, je ne pense pas que je serai sur le terrain. Alors, c'est une double décision qui est attendue ce vendredi. La Chambre administrative de la Cour suprême et la Cour de la CEDEAO, donc, comme vous le savez, vont se prononcer sur le cas. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'intègre cette académie et j'espère que je pourrai apporter ma touche pour le Sénégal. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons une situation de tension. Aussi bien au Sénégal que dans le continent et à travers le monde. Absolument. Donc je pense que chacun doit mettre sa main à la pâte pour qu'il y ait de nouveaux équilibres qui vont nous permettre d'évoluer positivement dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, dans le domaine de la justice, dans le domaine des droits humains. Donc cette académie va mettre le focus sur les droits humains, sur la paix, sur l'humanisme, sur le social. Donc voilà, très bien. Je pense que ce sera une bonne occasion pour moi de participer au rééquilibrage. Bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole et la paix aussi bien au Sénégal que dans la sous-région et comme vous l'avez dit dans le monde quand on regarde ce qui se passe actuellement à Gaza et en Ukraine notamment. L'actualité. C'est le dialogue qui manque. Absolument. C'est la diplomatie qui manque. Tout à fait. C'est la force qu'on met en exergue. Or avec ça, on n'ira pas loin. On va parler de l'actualité, professeur. Est-ce que vous avez participé à la manifestation annoncée demain par les alliés de... L'innocence s'applique. Voilà, donc il a replacé les faits dans le droit. Et voilà, j'apprécie sa décision. Parce que encore une fois, je crois que vous n'avez pas posé cette question qui concerne
la DGE. Oui. On va en parler. Vous vous limitez à la décision rendue par le tribunal. Oui. Ben, le juge a dit le droit, voilà ce que je peux dire. Le juge, donc en l'occurrence, Sabassi Faye, donc... Il a dit le droit. Donc la Cour suprême... Parce qu'encore une fois, oui. La décision n'est pas définitive. Oui, tout à fait. Tant qu'il y a des possibilités d'avoir des voies de recours, eh bien on donne des chances à la personne concernée. Si la Cour suprême prenait le contre-pied du tribunal de Ziguinchor, ce serait un précédent dangereux alors, si je vous comprends bien. Mais je ne dirais pas précédent dangereux, parce que la Cour suprême est une juridiction supérieure. Le recours va être présenté devant cette Cour. Eh bien, c'est la décision de cette Cour qu'il faudra appliquer. Mais dès lors que le tribunal a dit le droit, comme vous dites, le tribunal de Ziguinchor, pour un moment déterminé, en disant la décision n'est pas définitive. Donc laissez au moins les juridictions supérieures donner leur décision. Si la Cour suprême confirme la décision du tribunal de Ziguinchor, eh bien, on dira qu'il faut appliquer. Ce qui est fort probable. Non? Mais je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à la place des juges qui ont un dossier, qui étudient ce dossier et qui prennent une décision sur la base d'un dossier déterminé. Je n'ai pas devant moi ce dossier, donc il serait risqué, hasardeux et même injuste que je donne un point de vue sur cette question-là. Alors, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections a déposé un recours en annulation du décret nommant les membres de la Commission électorale nationale autonome, de même que la dissolution. La nomination de la nouvelle équipe a beaucoup été décriée. Qu'en pensez-vous? Oui, mais c'était sur quelle base? Quels sont les arguments qui ont été avancés pour faire ce recours contre le décret? C'est ça qui m'intéresse. En quoi est-ce que ce dossier n'est pas conforme au droit? Dites-nous, vous, professeur. C'est tellement compliqué parce que le fait que le président prenne un décret pour changer justement la composition de la Sénat, parce que je crois qu'ils ont prolongé peut-être un peu. Voilà. Un peu. Bon, ça c'est normal. Mais c'est le timing qui a été décrié, puisque rappelons-le, la Sénat a demandé à la DGE de donner les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Et dans la foulée, on a vu cette dissolution un peu précipitée pour certains. Le président a dû en profiter pour mettre fin à une anormalité et pour choisir de nouveaux membres de la Sénat. Maintenant, là où des difficultés pourraient surgir, c'est quand on étudie le statut de chacun des membres. Est-ce que ce sont des membres qui sont de la société civile? Parce qu'on ne peut pas avoir un membre politique qui est dans un parti politique. Ça pourrait rompre l'égalité entre les acteurs. Or, Sénat, comme c'était dans le cas à l'ONEL, ce sont des personnes qui n'ont pas de rattachement de politique politicienne. Donc, c'est à ce niveau-là peut-être qu'il faut voir si les membres sont des membres non politiques. Je veux dire politique au sens de politique politicienne, appartenant à un parti politique. Mais légalement, dans le fond comme dans la forme, vous n'y voyez pas d'irrégularité? Mais l'irrégularité, c'était dans le prolongement, la prolongation de la mission des membres de la Sénat. Parce que quand le mandat finit, il faut choisir d'autres personnes. Ce d'autant plus que ce sont des personnes qui ont déjà accompli une première mission doublée d'une autre mission. Mais c'est peut-être là où il y a difficulté, c'est dans le choix des personnes qui sont dans le nouveau décret. Alors pourquoi est-ce qu'on a enlevé tous les anciens membres? Juridiquement, je pense qu'il fallait au moins un tiers d'anciens membres pour expliquer et pour prolonger l'activité, n'est-ce pas,
de la Sénat. Oui. Parce qu'une nouvelle équipe n'est pas nécessairement en mesure de gérer toutes les affaires courantes. Parce que l'activité de la Sénat, c'est une activité de supervision et de contrôle. Oui. Donc la supervision se passe dans le temps, le contrôle se passe dans le temps. Alors, allez-y. Oui, quand les personnes sont tout à fait nouvelles, eh bien ça peut porter préjudice Oui, mais en même temps, l'administration, c'est la continuité. Hein. On va parler de votre candidature et des quelques axes de votre programme. C'est la continuité, oui. Mais c'est le bon sens aussi. C'est vrai. L'administration. Tout à fait. On ne peut pas changer l'ensemble de l'équipe. Ça fait qu'il y a une histoire de la commission que les nouveaux ne pourront pas connaître. Or, c'est d'une importance capitale. Oui, je le disais, on va parler de votre candidature et des axes de votre programme, notamment pour la jeunesse. Mais restons sur les questions d'actualité. On a lu dans la presse de ce matin, vous l'avez peut-être lu, le mouvement Demain Sénégal, composé de 84 personnalités, dont l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, qui appelle les Sénégalais à se mobiliser pour défendre les principes démocratiques et garantir l'intégrité du processus électoral. Vous avez vu l'idée qui a été agitée, l'idée de reporter la présidentielle. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre position, vous qui êtes Bon, je crois que juridiquement, il est extrêmement difficile de reporter les élections, hein, même s'il y a une impréparation, il y a des cafouillages, il y a eu des décisions qui sont venues au dernier moment, telles que les décisions relatives au parrainage et autres. Et il y a beaucoup de problèmes. Mais juridiquement, je me demande s'il est possible aujourd'hui de reporter les élections parce que c'est une affaire de mandat. Le président de la République a épuisé ses mandats. Une prolongation porterait atteinte justement à l'état de droit sur cette question. Donc, le report ne me semble pas envisageable. Et donc, vous êtes contre? Ça ne me semble pas envisageable, le report. De toute façon, compte tenu de l'état de droit au Sénégal, du droit sénégalais. Tout à fait. Qui fixe le mandat du président de la République. C'est ce que dit par exemple. Renouvelable. Oui, c'est ce que dit par exemple votre collègue Ismaël Madior Fall, qui est ministre des Affaires étrangères. Dans le même temps, parlant toujours de ce mouvement, 83% des Sénégalais sont insatisfaits de la gouvernance, une administration électorale qui refuse sans conséquence d'appeler une décision judiciaire. C'est ce que dit également. C'est ce que disent les pétitionnaires. Que pensez-vous de cette position? Vous touchez du doigt la question de la démocratie au Sénégal. Alors, je voudrais rappeler que le Sénégal a toujours été un modèle en termes de démocratie. Mais nous avons vu que ce modèle s'effrite de jour en jour et on ne reconnaît plus le Sénégal. Nous sommes en période électorale et nous nous rendons compte que le caractère inclusif de la démocratie n'est pas mis en œuvre. Par exemple, les manifestations, vous verrez une politique de 2 poids, 2 mesures. Certains hommes et femmes politiques qui sont sur le terrain, au vu et au su de tout le monde, et qui d'ailleurs laissent le travail... leur mission régalienne pour être sur le terrain et pour faire campagne électorale. En revanche, d'autres qui voudraient être en contact avec leurs militants, sympathisants, n'ont pas cette possibilité. Donc ça pose vraiment problème dans un pays comme le Sénégal. Alors, c'est valable d'ailleurs pour l'état de droit aussi. L'état de droit, c'est d'abord la justice. Il faut des règles de droit qui soient appliquées. Et l'État ne doit jamais se mettre au-dessus des règles de droit. Or, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que, encore une fois, il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Nous avons l'impression qu'il y a une grande puissance devant nous qui pense que les règles de droit, c'est fait pour les autres, mais pas pour elle. Et ça pose problème. Donc,
il y a beaucoup à faire pour redresser, pour accepter que le Sénégal doit être un pays de démocratie. C'est vrai que la démocratie, c'est une quête permanente. Absolument. Mais on doit tendre vers. On ne doit pas avoir l'impression que l'on recule en matière de démocratie. Sur ce plan-là, moi, je reviens toujours au principe constitutionnel du droit de manifester. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui croupissent en prison parce qu'ils avaient l'intention de manifester, de sortir de ce qu'ils ont dans leur cœur, et qui sont en prison, je pense aux jeunes Sané. Bon, la démocratie... Oui, Aliou Sané de Y'en a marre. Le Sénégal est malade de sa démocratie et de son état de droit. Et de son état de droit. Donc, il faut redresser très vite parce que ça en ajoute aux frustrations. Les Sénégalais sont tristes aujourd'hui. Ah ben, ils sont tristes. Vous voyez ce qui se passe. Oui. La jeunesse, elle est frustrée. Absolument. Elle préfère partir. Oui. Vous allez me dire que cette tristesse n'est pas une spécificité sénégalaise. Aujourd'hui, c'est généralisé, c'est partout. On voit clairement... C'est des guerres, c'est des attaques, c'est des morts. Donc il y a un désespoir. Il faut que l'autorité se ressaisisse et prenne en main son peuple. Alors, surtout sa jeunesse. Absolument. Sur les questions politiques, par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, le parrainage, où en êtes-vous Oui, bon, je travaille comme tout le monde. C'est pas moi, c'est notre équipe. Votre parti. Notre parti. Je parle de votre parti, de Karl Eden. Notre parti, la troisième voie, elle est en train de... notre parti et la troisième voie sont sur le terrain pour rechercher des parrainages. Bon. Le compte n'est pas encore bon? Non, on a atteint. Oui. Mais... j'ai toujours dit que le parrainage était un système exécrable. C'est un mauvais système. Parce qu'on a le quorum, mais on se dit toujours que sans doute, il y a d'autres qui ont les mêmes parrainages que nous. Donc, c'est la question des doublons. Vous craignez les doublons. Voilà. Donc, les doublons, il faut les craindre parce que c'est en plus un élément culturel dans notre pays. C'est culturel. On n'a pas de difficulté à donner à Chérif et ensuite à son cousin, à sa tante. Bon, bref. Et puis, bon, il y a une commercialisation éhontée. Bon, bref. Donc, vous voyez que le parrainage... mais il faut passer par là. C'est la loi qui dit ça. Absolument. Passer par là pour après réformer obligatoirement. Parce qu'il faut nettoyer. Oui. On parlait de la jeunesse. Quels sont les axes de votre programme? Sur la jeunesse, par exemple, nous constatons avec effroi l'immigration meurtrière. Le gouvernement cherche à neutraliser désormais les départs. Quelle est votre position face à ce désespoir de la jeunesse sénégalaise? Vous avez parlé de désespoir. Donc, c'est le moral qui est atteint. Il faut toucher ce moral. Il faut que ce désespoir soit remplacé par de l'espoir. Il y a de l'espoir. La jeunesse s'est toujours battue. Il faut qu'elle continue à se battre. Rien n'est trop tard. Mais alors, je veux dire qu'il faut solidifier la jeunesse. Il faut faire de cette jeunesse de vrais leaders. C'est-à-dire, bon, non seulement des personnes qui ont les connaissances requises, la formation, l'éducation, mais qui ont aussi la compétence, qui ont le sens du travail bien fait, qui ont les valeurs, le comportement. Mais en plus de ça, quand on va les fortifier, ce sont des jeunes qui sans doute ne penseront pas toujours à aller à l'extérieur chercher un Eldorado peut-être chimérique. Donc, en plus de ça, et de la formation, il est extrêmement important que l'on tienne compte des projets des jeunes. Nos jeunes sont pleins de talent. Ils ont l'intuition, ils ont le sens de la créativité. Et ils ne sont pas différents des autres jeunes qui sont aux États-Unis, en Europe, etc. Mais il faut les encadrer et il faut leur octroyer des subventions.
pour qu'ils puissent gérer ces projets. Il y a beaucoup d'instruments de soutien. Non, mais vous me parlez de démocratie, d'état de droit, c'est tellement partial. Oui. Partial. Oui. C'est un groupe qui a, l'autre groupe n'a pas. Si vous êtes affilié au parti au pouvoir, vous avez tous les droits. Mais tous les autres, et qui sont nombreux, voilà pourquoi moi je parle de troisième voie. Tous ces autres citoyens qui ne sont pas de leur côté, ils n'ont rien. Et c'est là où il y a problème. Oui. Donc, il faut les prendre en charge, il faut les former, il faut asseoir leur leadership pour qu'ils restent, parce que tout est là et tout peut se faire ici. Mais on ne leur a pas fait comprendre cela, il faudrait qu'on le fasse. Et c'est ça justement, cette souveraineté qu'il faut réclamer et qui est un axe fort de notre programme. Cette troisième voie qui met le citoyen au centre des préoccupations. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, professeur Hamsatou Sidibé. On va parler quand même de la situation de l'université. C'est un peu lié avec les jeunes. L'universitaire que vous êtes, agrégé des facultés de droit, que vous inspire la situation des universités. Et clairement, les tensions politiques ont perturbé aujourd'hui le calendrier. C'est une situation qui vous énerve, ça vous fend le cœur? Qui me rend triste, je suis désolée. Oui, parce que... Vous parlez beaucoup de tristesse ce soir. Ben oui, parce que le pays, le peuple est triste, y compris moi. Mais je dis que ce n'est pas moi, ce n'est pas seulement le Sénégal. C'est les autres pays africains. C'est le monde. Allez voir donc ce qui se passe en Palestine. Oui. Un journaliste, une fois, me demandait, mais depuis quand vous n'avez pas pleuré? J'ai dit, ici, on pleure tous les jours. Bon, alors, l'université que j'ai fréquentée, parce que une bonne partie de mes études, je les ai passées là-bas. J'ai enseigné pendant près de 40 ans là-bas. Quand je vois que l'âme du Sénégal a failli être entièrement détruite, j'ai dit, mais ça, c'est particulièrement grave. Absolument. On ne doit pas toucher à ce qui fait notre pays, à ce qui fait nos ressources humaines. C'est surtout, c'est l'école et c'est l'université. L'université au plus haut niveau. Alors, donc, je pense que actuellement, si nous n'y prenons garde, les jeunes, nos étudiants, nos enfants vont encore subir l'année blanche à cause de considérations de politique politicienne. Une année blanche ou une invalidation ou même un chevauchement des années académiques, puisque le SAES aujourd'hui, parce que c'est ça le dilemme, les enseignants et les étudiants veulent reprendre, mais l'autorité académique évoque des questions, des raisons sécuritaires. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais l'année blanche et l'année invalidée, je ne vois pas tellement la différence, mais je sais que c'est grave. Je l'ai vécu. Pas moi directement, mais j'ai vu des jeunes qui ont vécu cette année blanche, qui ont perdu la tête. Carrément. La solution aujourd'hui, c'est le distanciel que l'université... Oui, on a voulu tenter... la formation à distance, l'enseignement à distance. Mais les conditions ne sont pas réunies au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vraiment que ça peut marcher, l'enseignement à distance? Non, les conditions ne sont pas réunies. Qui a un ordinateur? L'ordinateur, c'est au minimum 100 000 francs CFA. Et la connexion, nous avons les moyens d'avoir de la connexion, mais on ne peut pas appeler au téléphone parce qu'il n'y a pas de connexion. Comment ça va marcher? Donc, présentiel, mais... il faut convoquer comment on appelle ça encore? Les opérateurs? Non. Il y a un système au niveau de l'éducation. C'est les assises nationales qui m'empêchent de dire ça. Mon Dieu. Oui, ça va vous revenir. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'université, normalement, le système de l'université, la loi ne permet pas que les forces de l'ordre pénètrent dans le campus
pédagogique. Oui. Comment on appelle ça? Vous le savez, moi, c'est la tête qui est un peu... Vous parlez des franchises universitaires? Je parle des franchises. Oui. Les franchises universitaires. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Oui. Les franchises universitaires, ça signifie que dans le campus, on ne doit pas avoir de force de l'ordre. Oui. Parce que ça perturbe les profs, ça perturbe l'enseignement. Mais quand c'est une nécessité absolue, eh bien, la loi, les textes qui organisent l'université permettent au recteur ou même aux forces de l'ordre. Quand le recteur ne le fait pas, il va falloir réformer la loi 74 ou 94, relative justement aux franchises universitaires et libertés, pour permettre, pour revoir toutes ces questions. Mais il faut, ce qu'on a déjà, c'est bien, parce qu'on dit, quand il y a une insécurité, le recteur réagit après avoir consulté les services compétents. Oui. Bon, quand c'est lent, il peut prendre des décisions. Oui. Et quand il ne fait rien, les forces de l'ordre ont l'obligation. Parce que la sécurité, c'est fondamental. C'est un droit fondamental. Donc, les franchises universitaires, ça va permettre que, en tout cas jusqu'après les élections, il y ait la police devant les amphithéâtres, devant les salles. Peut-être dans le campus social, mais pas dans le campus pédagogique. J'ai dit dans le campus pédagogique. Ah oui, carrément. Les franchises universitaires. Oui. Quand on parle du recteur qui peut ordonner que la police soit à l'université, c'est surtout dans le campus pédagogique. Tout à fait. Devant les amphis, qu'il y ait des policiers. Parce que ce qui est arrivé ne doit plus arriver. Même si ça risque quand même d'envenimer un peu les tensions. Oui. Non. Attention. Alors, dernière question. C'est mieux que de tuer, justement. Oui, bien sûr. Votre message sur cette question. D'incendier. Oui. Quel est votre message sur cette question qui vous tient à cœur, apparemment? Je demande que l'on retourne dans les salles de classe. Je lance un appel aux acteurs politiques. Les enfants ont un droit à l'éducation. C'est un droit humain fondamental, collé à leur personne. Donc, que personne ne se joue de nos enfants, de nos petits-enfants, pour empêcher qu'ils aillent à l'école. C'est un droit qu'il faut faire respecter et qu'il faut respecter. Merci beaucoup, professeur Hamsatou Sow Sidibé, présidente de CAR LNN. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mais c'est réciproque. En tout cas, la jeunesse, je lui demande